4 missiles balistiques ATACMS, made in USA, s'abattent sur le ciel russe en plein jour, visant une ville de plus d'1 million d'habitants à seulement 400 km de la frontière. Une provocation directe, presque suicidaire. Mais moins de 24 heures plus tard, les deux plateformes de lancement ukrainiennes responsables sautent dans une boule de feu en pleine région de Kharkiv, avec leurs munitions et une dizaine de servants. Cette séquence ultra rapide, dévoilée ce 19 novembre par le ministère russe de la Défense, résume à elle seule l'évolution impitoyable de cette guerre. La technologie occidentale la plus sophistiquée se heurte à une chaîne de détection-riposte qui ne laisse plus aucune chance. Plongeons dans le déroulé précis des événements, tels que communiqués par Moscou et corroborés par les vidéos de contrôle objectif. Hier, à 14h31 précise, heure de Moscou, les systèmes d'alerte repèrent 4 signatures ATACMS lancées depuis l'oblast de Kharkiv. Ces missiles, fournis par Washington depuis l'année dernière, emportent jusqu'à 500 kg d'explosifs et frappent théoriquement à 300 km. Leur cible, Voronezh, capitale régionale, hub logistique vital et ville symbole, déjà plusieurs fois dans le collimateur ces derniers mois. Réaction immédiate, les batteries S-400 et Pantsir SM entrent en danse. Les 4 engins sont pulvérisés en vol. Des fragments retombent certes sur un centre gérontologique, un orphelinat et une habitation privée, provoquant des dégâts matériels. Mais, et c'est presque un miracle dans ce genre de scénario, 0 mort et 0 blessés graves. Les autorités locales confirment, l'essentiel est sauvé, la population évacuée à temps grâce aux sirènes. Mais Moscou ne s'arrête pas à la défense passive. Le renseignement militaire, probablement aidé par les drones Orlan et les satellites, localise en un temps record le site de tir, le secteur de Volchanskaya-Balakleya, à 50 km au sud-est de Tchouhouiv, encore sous contrôle ukrainien. 2 lanceurs MLRS adaptés pour tirer ces précieux ATACMS, dont Kiev ne dispose que d'un stock limité, sont en train de recharger ou de se replier. L'ordre part. Un équipage Iskander-M, déployé quelque part dans la profondeur russe ou en territoire repris, décoche un seul missile quasi balistique. Portée jusqu'à 500 km. Précision moins de 10 mètres. Les images diffusées sont éloquentes. L'impact soulève un nuage de poussière, suivi d'explosions secondaires en cascade, les munitions stockées qui partent en fumée. Bilan officiel, 2 plateformes complètement détruites, leurs réserves de roquettes volatilisées et jusqu'à 10 militaires ukrainiens éliminés. Une opération textbook qui illustre la supériorité actuelle russe en matière de frappe en profondeur. Ce n'est pas un épisode isolé, loin de là. Depuis que Washington a levé partiellement les restrictions sur l'emploi des ATACMS contre le territoire russe reconnu internationalement, ces tentatives se multiplient, souvent avec des résultats désastreux pour Kiev. Chaque lanceur perdu représente des mois de livraisons américaines anéanties. Et chaque équipage formé qui disparaît affaiblit durablement les capacités ukrainiennes. Et pendant ce temps, les Iskander-M, produits en série et constamment modernisés, continuent de pleuvoir sans que la défense anti-aérienne ukrainienne ne puisse grand-chose. Zoom arrière sur le front terrestre, où la dynamique reste implacablement favorable aux forces russes en ce milieu novembre 2025. Dans l'oblast de Zaporizhia, les dernières semaines ont vu la chute successive de plusieurs villages clés. Rivnopilya, prise par la 114e brigade motorisée. Mala Tokmachka, qui ouvre la porte vers Orikiv, et des avancées le long de la route T0401 vers Ouliaïpol. Les observateurs de l'Institute for the Study of War, pourtant rarement complaisants envers Moscou, confirment que les Russes se trouvent désormais à 8 km au nord-est et 4 km à l'est de cette ville stratégique. Plus au nord, autour de Pokrovsk et Mirnograd, la poche ukrainienne se resserre inexorablement. Les infiltrations sous couvert de brouillard, les bombardements massifs aux bombes FAB guidées, l'emploi intensif de motos et de buggy pour contourner les champs de drones, tout cela porte ses fruits. Novotoretsk est tombé, des portions entières de la route Pokrovsk-Dobropilya passent sous contrôle russe et les éléments de la 2e armée combinée progressent quartier par quartier, malgré une résistance farouche. Les sources ukrainiennes elles-mêmes parlent d'une situation significativement dégradée dans ces secteurs, avec des retraits forcés pour éviter l'encerclement total. Dans le Donetsk, les gains continuent, Boïkivka, Zatichok, des avancées vers Sofiivka et Novopavlivka. Même les analystes occidentaux reconnaissent que le mauvais temps joue en faveur des assaillants russes, neutralisant partiellement la supériorité ukrainienne en drones FPV. Et pendant que Kiev doit disperser ses rares réserves pour boucher les brèches, Moscou peut concentrer ses efforts, brigade après brigade, village après village. Vladimir Poutine, dans ses interventions récentes, n'a cessé de le répéter. Toute utilisation d'armes longue portée occidentales contre le sol russe déclenchera une réponse proportionnée mais ferme. Il a qualifié ces autorisations de lignes rouges franchies à plusieurs reprises. Et l'épisode d'hier avec l'Iskander semble être l'illustration parfaite de cette doctrine. Pas de surenchère nucléaire pour l'instant, mais une démonstration froide d'efficacité. On vous voit tirer, on vous localise, on vous efface.
Ce cycle attaque-riposte s'inscrit dans une guerre qui, 3 ans et demi après son début à grande échelle, reste bloquée dans une logique d'usure totale. Kiev, en multipliant ses frappes spectaculaires sur le territoire russe, cherche à maintenir la pression médiatique et politique, à forcer les alliés occidentaux à aller plus loin dans leur soutien, tout en soulageant ses propres lignes qui plient sous le poids des assauts continus. Moscou, de son côté, absorbe, neutralise et avance, mètre par mètre, profitant de sa supériorité en artillerie, en aviation et en production de munitions. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2025, les forces russes ont déjà libéré plusieurs milliers de kilomètres carrés, principalement dans le Donbass et le Sud. Les pertes ukrainiennes en matériel occidental, HIMARS, Léopard, maintenant ces précieux lanceurs ATACMS, s'accumulent, tandis que les stocks russes, alimentés par une industrie de guerre tournée à plein régime, semblent inépuisables. On le voit clairement, la phase actuelle privilégie la vitesse de réaction et la profondeur de frappe. L'Iskander-M, avec sa capacité à décoller en minutes et à toucher n'importe quel point à 500 km, est devenu l'instrument parfait de ces contre-coups chirurgicaux. Inversement, chaque ATACMS tiré et intercepté représente un gaspillage colossal pour une armée ukrainienne déjà en manque criant d'hommes et de munitions. Au bout du compte, cet échange autour de Voronezh nous renvoie à la cruelle réalité d'un conflit qui n'en finit pas de s'enliser dans le sang et l'acier.